Donc, je trouve quand même ridicule, excusez-moi d'être sévère, je trouve ridicule ces interviews des ministres où les journalistes viennent acquiescer, où ils rigolent, ils sont contents, alors que les hôpitaux au Congo sont des mouroirs. Aujourd'hui, c'est un fait établi qu'au Congo, des gens, surtout les personnes du troisième âge, ne veulent même plus aller dans les hôpitaux, préfèrent des consultations à domicile, préfèrent être, je dirais, entre griffes, mais c'est pas officiel. Ailleurs, on appellerait ça une hospitalisation à domicile. Parce qu'ils sont sûrs de ne pas bénéficier des soins de santé adéquats dans nos hôpitaux. Ils préfèrent être à la charge de leurs propres parents et aller chercher leurs médicaments, quitte à ce que une infirmière passe pour les soins à domicile et la famille paye, quitte à ce que le médecin vienne le consulter au domicile, on paye l'acte médical, on obtient les ordonnances et les ordonnances pour les médicaments et les ordonnances pour les examens médicaux, et on reste à la maison. Et vous savez, les vidéos existent sur la toile de ces malades partout au Congo. Quand ils arrivent à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, on les jette dehors parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Les journalistes auraient pu interroger le ministre de la Santé qui se déclare lui-même comme un médecin. C'est bien, je pense qu'il a été bien formé, il n'y a pas de doute à cela. Mais ils auraient pu interroger le ministre de la Santé si le système de santé au Congo est tel que vous le dites, si les hôpitaux au CHU, le CHU vous rassure, vous, monsieur Ibarra, ministre de la Santé, qu'est-ce que Firmin Ayessa fait en France? Qu'est-ce que Firmin Ayessa fait en France depuis bientôt 3 mois pour les soins médicaux? Il faut être sévère. Au nom de quoi les populations congolaises doivent se soigner à l'hôpital d'Oyo, alors que Firmin Ayessa ne peut pas se soigner dedans? Alors que Christelle Sassou Nguesso, alors que lui-même Ibarra, ministre de la Santé, quand il tombe malade, il va à l'étranger se soigner. Voilà la question qu'il fallait lui poser. Bonjour, chers téléspectateurs de R7. Très heureux aujourd'hui de vous retrouver autour de notre émission La Chronique de R7. Je suis Didier Moeni Ivolo, celui qui vous présente La Chronique, et nous allons réfléchir aujourd'hui pour comprendre un peu cet exercice auquel nous invite le gouvernement de Koliné Makosso, puisque depuis 1 mois environ, le gouvernement de Koliné Makosso a entrepris une campagne de communication autour du bilan depuis l'arrivée de Koliné Makosso à la tête du gouvernement, qu'ils ont appelé, si je ne me trompe pas, 30 jours pour convaincre en toute transparence. Un livre a été sorti, livre présenté par le Premier ministre Koliné Makosso, avec beaucoup de fausseté, des informations qui sont fausses, difficiles même à vérifier, sinon fausses. Et maintenant, vous avez des ministres qui passent dans cette émission, je ne sais pas comment qualifier cela, pour essayer chacun à son tour d'expliquer aux Congolais le bilan positif, comme l'avait dit Gilbert Ondongo, du quinquennat de Sassou qui s'achève au mois de mars, puisqu'il faut repartir vers une élection présidentielle. Alors, tous les ministres passent, chacun vient faire son show, avec en face, vous avez des journalistes qui posent des questions, mais on se demande quelle est la visée, même pour les journalistes, c'est quoi la finalité, parce que quand on voit comment les questions sont posées, en toute simplicité, les journalistes haussent la tête pour acquiescer, mais surtout, même quand les ministres disent des choses qui sont fausses, on ne les relance pas, on ne les challenge pas, on ne va pas les bousculer, alors que le rôle d'un journaliste politique, c'est d'aller bousculer les ministres, c'est d'aller bousculer les hommes d'affaires, les candidats, les députés, et les pousser à leur retranchement. Et j'ai suivi la plupart des ministres
passer dans cette émission. Ce que je vais déjà relever rapidement, ce n'est pas seulement la médiocrité des réponses qui sont données. Ce qu'il faut aussi relever, et ça c'est, je le dis aux Congolais qui ont l'habitude de nous suivre sur R7, il faut être rigoureux. Mais vraiment, moi j'ai eu la chance d'avoir Théophile Obenga comme professeur, mais d'avoir aussi Yvon Norbert Gambeg, d'avoir Abraham Ndingambo, même au lycée. Moi, au lycée, nous avions des profs qui étaient très, très, très rigoureux en termes de méthodologie de travail, qu'il s'agisse des profs de français, de philosophie, d'histoire géo, d'anglais ou encore de langue. Moi, j'ai fait le bac à 4, mais je me souviens, jusqu'en première, on avait des cours de biologie. Je me souviens bien de la cellule humaine, la cellule végétale. Notre prof de biologie, Modeste Kolela, j'ai encore le souvenir, je vois encore ce grand professeur en classe de première en train de nous faire les cours de la cellule humaine, de la cellule végétale, de la reproduction humaine. Moi, j'ai encore les définitions des notions comme les ribosomes ou les mitochondries qui sont restées, mais vu la manière dont Monsieur Modeste Kolela a expliqué les choses, je vous dis que c'était avec la science en train de se faire. Expression très chère au grand professeur Théophile Obenga qui nous disait toujours, mais quel est l'état actuel des connaissances scientifiques? Quand il nous faisait le cours d'égyptologie, il nous le rappelait qu'il ne s'agit pas d'étudier l'Égypte antique avec ces pharaons, ces grands pharaons qu'on a connus, y compris des pharaons d'origine nubienne, soudanaise de la 25e dynastie, comme les Taharqa. Il ne s'agit pas seulement d'étudier Hatshepsut ou Tihi comme étant des grandes reines, mais aujourd'hui, quel est l'état des connaissances et en quoi cela nous permet d'avancer dans notre problématique actuelle. Ce qui fait que quand je regarde cette rigueur qu'on nous a enseignée, et je fais le lien avec cette émission qui est quand même un moment fondateur pour le PCT. Cet exercice, c'est un moment fondateur pour le parti au pouvoir, fondateur pour le gouvernement qui dirige le Congo, puisque on vient vous dire, voilà le bilan de ce que nous avons fait depuis 2021, mais on pourrait repartir depuis 1997, ou ne serait-ce que depuis l'an 2000, puisque la guerre civile se finit en 1997, l'an 2000 pouvait être le point de départ, puisque 3 ans après, qu'est-ce qu'on a commencé à mettre en place, sachant que depuis 1997, le pouvoir n'est pas gêné dans son action politique. Personne au Congo n'empêche le pouvoir de faire ce qu'il veut faire, quand bien même que, lorsque Lissouba était là, Edever Mouhani le dit lui-même, que tout ce que le PCT faisait, tout ce que ceux qui avaient perdu le pouvoir démocratiquement faisaient pour empêcher Lissouba de travailler. Bref, lorsque j'ai vu cet exercice des ministres qui défilent pour venir dire chacun dans son département qu'est-ce qui a été fait au moins depuis 2021, on ne peut s'empêcher de remarquer l'absence de rigueur journalistique de nos journalistes qui posent des questions. Donc, j'ai sélectionné quelques ministres qui sont passés, que j'ai suivis, et je vais essayer d'apporter une analyse en tant que politologue, en tant que spécialiste de sciences politiques, de politique internationale, mais aussi en tant que citoyen, en tant qu'universitaire, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à la politique. Donc, ce moment où le gouvernement vient nous expliquer son bilan et son action, je voudrais commencer par une personne assez remarquable lors de cette interview. Je vous laisse suivre le ministre de la Santé. Alors, comment peut-on comprendre un hôpital comme le CHU, qui est censé recevoir des malades, qui elle-même, je parle bien de la structure, est malade? Nous sommes bien entendu de la grève. Bon, vous savez,
Ce qui se fait au CHU ne relève pas de la rumeur. Il faut aller voir ce qui se fait. Vous avez aujourd'hui au CHU de Brazzaville tout le plateau technique mère-enfant, qu'il s'agisse de la maternité, la néonatologie, les soins intensifs pédiatriques, tout ça a été renouvelé. Nous sommes en train de réhabiliter le bloc chirurgical. Dans les prochaines heures, prochains jours, nous allons réhabiliter la réanimation adulte. Nous avons l'aide de la coopération italienne qui est en train de le mettre, mais nous avons aussi reçu un appui considérable de l'Organisation mondiale de la santé. On est en train de remettre. Aujourd'hui, Oui, je vous en prie. la société EMS, qui a bien voulu nous livrer le matériel de radiologie, les chèques sont au trésor et ils vont nous livrer le matériel qui est là pour la radiologie conventionnelle. Donc, ça se met en place progressivement. Vous pouvez me croire que ça se met en place. Pourquoi un hôpital comme le CHI doit avoir un laboratoire limité? La plupart des examens se font à l'extérieur du CHI. Pourquoi ne pas pallier cette question, monsieur le ministre? Mais ça se pallie parce qu'il faut payer le matériel qui est en train d'être installé, arriver progressivement. D'ici là, le laboratoire va retrouver sa plénitude de fonctionnement. Deuxième préoccupation, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous en prie, allez-y. Voilà, deuxième préoccupation. Je voudrais revenir sur la question de la grève, puisque ça fait l'objet de l'actualité. Monsieur le ministre, nous savons que les grèves au CHU sont récurrentes. Et la plupart des grèves émanent des problèmes, ça relève des problèmes de paiement des salaires, et tout ce que vous savez. Alors, mais pourquoi le gouvernement ne prend-il pas les choses en main avant qu'on arrive à de telles situations? Puisque chaque année, le CHU est en grève. Pourquoi ne pas prendre des précautions bien avant que d'arriver à des situations irréparables telles qu'on est en train de voir? La situation est explosive, monsieur le ministre. Vous avez les malades qui sont libérés dans des services pour manque de personnel soignant. En conséquence, vous avez des morts. Pourquoi ne pas régler cette question à l'avance? Oui, mais vous avez eu les réponses du gouvernement par son chef qui vous a dit pourquoi il y a cette situation. Il n'y a pas que le CHU. Il y a les hôpitaux généraux, il y a les hôpitaux de base dans chaque département, il y a les CSI. Pourquoi vous ne me demandez pas depuis quand les travailleurs qui sont à l'intérieur du pays ont été payés? Ce problème tient à cœur et le gouvernement est à la manette. Vous pouvez me croire. Monsieur le ministre. Alors, vous venez d'écouter le ministre de la Santé. Le journaliste pose une question simple. Comment se fait-il que le CHU, donc c'est l'hôpital de référence en République du Congo, qui doit soigner des malades, qui doit recevoir les malades, se trouve lui-même, ce CHU, dans une situation de précarité et de maladie telle que, qu'est-ce qui se passe? Alors, la réponse du ministre est claire, hein? Il dit, n'écoutez pas les rumeurs, mais allez voir sur place au CHU. Le ministre nous met au défi d'aller voir au CHU ce qui s'y fait, une manière de dire, au CHU, tout se passe bien. Par exemple, quand Sassou dit que de 0 à 5 ans, les soins de santé sont gratuits. Sassou n'a pas défini quels sont les actes médicaux pour lesquels on doit payer et quels sont les actes médicaux qui sont gratuits. Il a dit tous les actes médicaux. Alors, je pose la question aux Congolais. Ceux qui habitent Brazzaville, ceux qui habitent l'intérieur du pays mais qui sont de passage à Brazzaville, qui est allé avec son enfant de moins de 5 ans au CHU et a bénéficié de tous les soins sans être payé? Qui? Personne. On a vu sur R7 ce père de famille
en difficulté avec un hôpital à Pointe-Noire, alors que les enfants ont moins de 5 ans, et les enfants ne pouvaient pas bénéficier de l'oxygène parce qu'ils étaient malades. On voit un peu partout au Congo, des parents perdent des enfants de moins de 5 ans qui sont malades, qui ne peuvent pas être soignés parce que les parents n'ont pas d'argent. Donc, quand le ministre vient vanter le service de natalité, des services pédiatriques ou autres qui prennent en charge des enfants de moins de 5 ans, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Et qu'est-ce qui manque? Et c'est là où je pointe la responsabilité des journalistes. J'irais même jusqu'à dire la médiocrité des journalistes. Moi, je me souviens d'un journaliste qu'on a connu au Congo, Edmond Philippe Gali. Je vous en parle souvent. Mais parce que ces gens m'ont marqué les Congolais. Qu'est-ce que Edmond Philippe Gali avait fait? Milongo, Premier ministre, nous sommes en pleine transition. Il y a un gros problème de médicaments au Congo. Il y a un gros problème de médicaments. Milongo réussit à trouver des tonnes et des tonnes de médicaments. Je ne vous raconte pas, comment on appelle ça, une vision ou un rêve. C'est une réalité. Donc, Milongo reçoit... Non, c'est pas Milongo. Excusez-moi, je me suis trompé. C'était à l'époque de Dacosta, le gouvernement de 60-40. Et Lissoba est président. Gros problème de médicaments. Dacosta trouve les médicaments. Les médicaments arrivent par des avions cargo à Brazzaville. Et il faut donc faire le dispatching. Il s'avère qu'à l'époque, dans le gouvernement 40-60, le ministre de la Santé était du PCT. Et celui-ci, semble-t-il, de ce qu'on racontait à Brazzaville, avait des pharmacies. Et il voulait certainement récupérer certains produits pour mettre dans ces pharmacies. Sauf que Dacosta avait supervisé lui-même la distribution des médicaments dans tous les hôpitaux du Congo. Et Edmond Philippe Gali reçoit le ministre de la Santé dans son émission du dimanche matin, Monsieur Bonjour. Edmond Philippe Gali commence à interroger le ministre qui, lui, critique l'action de Dacosta, reconnaît que les médicaments sont arrivés et critique la manière dont les médicaments ont été distribués en pointant certains hôpitaux qui n'auraient pas reçu les médicaments comme l'affirmait le Premier ministre Dacosta. Sauf que Edmond Philippe Gali, en bon journaliste d'investigation politique, et c'est pourquoi je vous en parle, à la différence de vos journalistes que vous avez aujourd'hui, avait pris soin d'appeler tous les hôpitaux du Congo. Mais nous, on ne savait pas, on le découvre dans le journal. Il a appelé Wesso, il a appelé Pointe-Noire, Kinkala, les hôpitaux de Brazzaville, Talangayi, Makelekele, tous les hôpitaux, l'hôpital militaire, sauf le ministre de la Santé ne le savait pas. Et quand le ministre de la Santé finit de critiquer l'action de Dacosta et affirme que certains hôpitaux n'ont pas reçu des médicaments et donne les noms des hôpitaux, Edmond Philippe Gali lui dit, bon, écoutez, on va maintenant écouter les pharmaciens, les responsables de ces hôpitaux-là et on poursuit la discussion. Eh bien, dans tous les hôpitaux, les pharmaciens ont reconnu qu'ils avaient reçu les médicaments et qu'ils avaient dit que ce que dit le ministre, c'est totalement faux. Or, là, vous avez un ministre de la Santé qui parle. Aucun de ces journalistes n'a pris soin d'aller déjà, sachant qu'ils vont recevoir le ministre de la Santé. Ils ne sont pas allés au CHU, filmer le CHU. Sachez-le, dans une telle émission, ces journalistes ont le droit de mettre des postes téléviseurs à côté avec des techniciens qui vont faire passer les images de leur propre investigation à chaque ministre. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'au CHU, il y a ça, oui. Regardez le CHU au moment où on parle. Un exemple qu'il y a eu au Congo. La brouille entre les journalistes sportifs et Hugues Golondele. Les bandes existent au Congo, comme pour Dacosta. Vous avez les bandes sur Radio Congo s'ils ne les ont pas détruites. Hugues Golondele vante les mérites des stades congolais. Mais les journalistes sportifs qui ont investigué, qui sont allés filmer les toilettes, les couloirs, les vestiaires du stade Massamba Débat, ont dit à Hugues Golondele, ok, vous nous dites ça, monsieur le ministre des Sports, regardez les images du stade Massamba Débat. Quelle a été la réaction de Hugues Golondele? Qui vous a autorisé d'aller filmer? Les bandes existent. Regardez ces bandes-là. Donc, je trouve quand même ridicule, excusez-moi d'être sévère, je trouve ridicule ces interviews des ministres
où les journalistes viennent acquiescer, où ils rigolent, ils sont contents, alors que les hôpitaux au Congo sont des mouroirs. Aujourd'hui, c'est un fait établi qu'au Congo, des gens, surtout les personnes du troisième âge, ne veulent même plus aller dans les hôpitaux, préfèrent des consultations à domicile, préfèrent être, je dirais, entre griffes, mais c'est pas officiel. Ailleurs, on appellerait ça une hospitalisation à domicile. Parce qu'ils sont sûrs de ne pas bénéficier des soins de santé adéquats dans nos hôpitaux. Ils préfèrent être à la charge de leurs propres parents et aller chercher leurs médicaments, quitte à ce que une infirmière passe pour les soins à domicile et la famille paye, quitte à ce que le médecin vienne le consulter au domicile, on paye l'acte médical, on obtient les ordonnances et les ordonnances pour les médicaments et les ordonnances pour les examens médicaux, et on reste à la maison. Et vous savez, les vidéos existent sur la toile de ces malades partout au Congo. Quand ils arrivent à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, on les jette dehors parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Les journalistes auraient pu interroger le ministre de la Santé qui se déclare lui-même comme un médecin. C'est bien, je pense qu'il a été bien formé, il n'y a pas de doute à cela. Mais ils auraient pu interroger le ministre de la Santé si le système de santé au Congo est tel que vous le dites, si les hôpitaux au CHU, le CHU vous rassure, vous, Monsieur Ibarra, ministre de la Santé, qu'est-ce que Firmin Ayessa fait en France? Qu'est-ce que Firmin Ayessa fait en France depuis bientôt 3 mois pour les soins médicaux? Il faut être sévère. Au nom de quoi les populations congolaises doivent se soigner à l'hôpital d'Oyo, alors que Firmin Ayessa ne peut pas se soigner dedans? Alors que Christelle Sassou Nguesso, alors que lui-même Ibarra, ministre de la Santé, quand il tombe malade, il va à l'étranger se soigner. Voilà la question qu'il fallait lui poser. Il parle de plateau technique. Messieurs les journalistes, reprenez la bande du ministre Ibarra. Il parle de plateau technique. Et il vous cite les noms scientifiques. Oui, c'est ce qu'il a étudié à la fac de médecine. Mais ce n'est pas ce qui est pratiqué au CHU ou dans les hôpitaux congolais. Parce que si vous prenez la phraséologie, les phrases de ce monsieur, vous comprenez que nous sommes en danger avec nos hôpitaux. Puisque toutes ces phrases sont au futur. La question a été posée au présent de l'indicatif. Mais regardez ce qu'il dit. Le plateau technique va être installé. Pour telle chose, le chèque est au trésor, on attend qu'on paye, comme ça sera fait. Pour telle chose, nous avons tel partenaire, ça va être fait. Mais là et maintenant, ici et maintenant, qu'est-ce qui existe au CHU? Eh bien, il ne l'a pas dit. Zéro. Vraiment, parce que si big Portail fermé, salle d'urgence déserte, nouveaux malades refoulés, patients hospitalisés abandonnés à leur trésor. C'est le constat fait le matin du 18 juin par notre équipe de reportage à l'hôpital général de Luandili. Les agents de santé de cet hôpital réclament le paiement de leurs revenus impayés qui ont atteint plus de 21 mois d'arrêt de salaire. Au moment où on a recueilli les images, la direction générale et l'intersyndicale étaient en réunion pour trouver une solution palliative à cette crise. Mais hélas, ces travailleurs ont refusé toutes les propositions de la directrice générale. On est en assemblée générale et cette assemblée générale a produit une déclaration des travailleurs de ces 3 structures, l'hôpital général de Luandili, l'hôpital général de Ngoyo et l'hôpital général Aldo Cissé. Sur cette déclaration, les travailleurs de ces structures ont donné un délai au gouvernement de 7 jours pour qu'on paye le mois d'avril et mai. Madame la directrice a sollicité à ce que nous puissions avoir le service minimum. Donc c'est ce qu'on a dit. On est dans l'incapacité de prendre des décisions pour permettre de mettre le service minimum à l'hôpital général de Luandili. Désemparée, une garde malade s'est dite déçue de voir des personnes en détresse. Elle a ainsi appelé les autorités compétentes à résoudre ce problème le plus vite possible. Ça fait 28 mois que le corps médical n'est pas payé, c'est insensé. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent bien nous recevoir? Comment voulez-vous qu'on puisse bien travailler? Et en plus dans les conditions archaïques, il y a encore des brancardiers qui sont malheureusement au manque de salaire. Nous sommes obligés de les entretenir. Parce que sinon, votre malade va rester en bas.
Alors que le brancardier, l'aide-soignant, l'infirmier, ils sont là justement pour aider le médecin. Et si eux déjà, ils ne sont pas payés, les médecins, je ne sais même pas comment ils font pour vivre. Je suis resté au moins 1 heure en bas parce que je ne pouvais pas monter. C'est incroyable. Comment ils font pour vivre? Un père de famille, une mère de famille va venir travailler tous les jours et à la fin du mois, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour ces agents, le paiement de leur salaire est la condition sine qua non pour répondre du service. Cette situation est aussi similaire dans les autres hôpitaux généraux de Pont-Noir, notamment à Ngoyo et Adolphe Cissé. Une situation inquiétante qui appelle à une solution efficace et durable dans le secteur de la santé. Donc, on voit bien que le ministre se contredit lui-même. Il s'auto-congratule d'une situation de santé qu'il dit être bonne, alors même que son collègue ministre est en France pour se soigner depuis près de 3 mois, alors même que lui-même, quand il est malade, c'est à l'étranger qu'il se soigne. Tout le gouvernement, tous les membres du PCT qui ont les moyens, qui ont le pouvoir, ils se soignent à l'étranger. Et pour les plateaux techniques et le reste, il vous conjugue les phrases au futur. Il dit, rassurez-vous, ça sera fait. Eh bien, monsieur le ministre, nous vous mettons au défi de nous faire visiter le CHU quand ça sera fait. Et je demande aux journalistes d'aller, dans quelques jours, vérifier l'état actuel du CHU et de tous les hôpitaux congolais et de le faire 1 fois par mois. 1 fois par mois, sur une période d'1 année, pour avoir des éléments d'évaluation, d'appréciation, pour dire oui, là nous avons vu les choses évoluer. Mais là, vous n'êtes même pas allé dans un hôpital, vous n'êtes pas allé voir ce qui se passe, vous n'avez pas interrogé les malades, vous n'avez pas interrogé le corps médical, et surtout que les hôpitaux au Congo, qu'est-ce qui se passe? Les hôpitaux sont en grève. Et quand on lui parle des grèves, il dit oui, mais il y a les grèves partout. Donc, il reconnaît qu'il y a des grèves partout et c'est une situation normale pour lui. C'est quand même curieux d'entendre comment ce monsieur répond. Moi, si je suis malade, si c'est ça le médecin qui va me soigner, je craindrais pour ma vie. Sincèrement. Et je comprends pourquoi eux-mêmes ne se soignent pas dans ces hôpitaux-là. Mais donc, pour le peuple, ce n'est pas grave. Ça, c'est au niveau de la santé. Il ne nous parle pas du surplus de médicaments. Comment on fait pour avoir les médicaments? Quelles sont les pathologies les plus en vogue? En fait, c'est comme s'il expliquait c'est quoi la santé au Congo, mais aux petits enfants du quartier. On n'a pas senti la vibration d'un médecin qui est en charge du système de santé, de la politique sanitaire au Congo et qui vous montre avec des mots simples, très pédagogues, qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qui a été d'abord fait depuis 2021 et qu'est-ce qui va continuer. C'est-à-dire qu'à la fin, ce monsieur qui par-delà tout est médecin ne rassure personne quant à la capacité de notre système de santé de guérir les malades, de prévenir les épidémies et donc de protéger la santé physique et mentale des populations. C'est ça son rôle. Comment faire pour que les Congolais soient toujours en bonne santé et si un Congolais tombe malade, comment le soigner, le remettre sur pied? Ça, c'est la mission du ministère de la Santé. Et ça inclut les médicaments qu'on a. Et chez nous, on a beaucoup de faux médicaments. Et tout ça, il part, on ne sait pas, mais marchons seulement, comme avait dit Serge Oboa. L'autre ministre qui m'a épaté, c'est Madame Arlette Nono Soudan. Alors, brillantissime. Alors, très sincèrement, brillantissime. On écoute Madame Nono Soudan et on revient. Aujourd'hui, je suis contente que les jeunes s'approprient ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui permet également dans les métiers verts, aujourd'hui, d'aller très très vite. Vous comprenez? Et donc, nous avons créé beaucoup d'emplois verts. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts là, mais je peux vous dire que nous avons créé beaucoup d'emplois verts aujourd'hui. Ferme-moi. Alors, Madame Arlette Nono Soudan, on voit bien qu'elle n'a pas préparé ses fiches. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Parce que
Elle reconnaît qu'elle n'a pas de chiffres à donner, mais elle sait par ailleurs qu'on a créé des milliers d'emplois verts. Je ne comprends pas, madame. Soit vous n'avez pas de chiffres à donner, continuez votre verbiage, c'est pas grave. On est habitué à ça. Mais ne nous dites pas que vous n'avez pas de chiffres à nous communiquer et vous nous dites par ailleurs que on a créé des milliers d'emplois verts, donc dans l'environnement. Mais ça suppose que vous avez un chiffre à donner. Et puis quand vous dites que vous avez créé des emplois verts, c'est quoi un emploi vert? C'est un emploi de couleur verte? Ou c'est un emploi d'un parti politique des Verts? Vous dites on a créé des milliers d'emplois verts. Tiens, les Congolais ne se rendent pas compte, vous ne vous rendez pas compte. Vendeuse de chiffons sur le long de cette avenue appelée l'Abattoir, à Makelekele, 2e arrondissement Brazzaville, Emmanuel, élève en classe de seconde, exerce au quotidien cette activité depuis plus de 2 ans. Dans cette activité commerciale de seconde main, elle finance non seulement ses études, mais aussi paye son loyer qu'elle occupe avec sa mère en chômage. Avant le découpage de ses t-shirts, parfois hors usage, elle s'approvisionne auprès des grossistes au marché PK chaque matin. J'achète des t-shirts, l'unité à 50 francs CFA pour revendre à 100 francs CFA. Dans la journée, je peux me retrouver avec 2000 francs CFA comme bénéfice. Ce commerce me permet de payer mes études. Une activité de seconde main encouragée par cette femme qui assiste à ces mouvements dans ce marché d'Issaché situé au quartier Kisundi. Elle avait eu son BPC l'année passée. Le matin, quand elle arrive ici au marché, elle vend les chiffons. Après, quand c'est l'heure d'aller à l'école, elle laisse les chiffons chez sa maman et puis elle va à l'école. Mais ça me fait plaisir. Oui, bien sûr, c'est très bien de financer ses études parce que actuellement, les parents aussi, ça ne marche pas. L'argent est devenu très difficile. Je la vois tout le temps, moi aussi j'achète parfois. J'achète pour m'en servir ensuite, pour l'encourager aussi parce que plusieurs d'entre elles ne font que de la prostitution. Mais elle a pensé créer son petit emploi pour se faire un peu de l'argent, peut-être prendre soin de sa famille. C'est au gouvernement de créer des emplois. Sur les autres artères, l'activité est plus exercée par les hommes qui s'attellent à la vente de ces chiffons, souvent achetés par les chauffeurs. Parmi eux, des jeunes en chômage qui font face chaque jour au risque d'accident dans le décès de prendre en charge leur famille. La vente des chiffons, répandue dans les artères de Brazzaville, a débuté au marché Fontchétier à Pointe-Noire. Mais non, madame. Vous êtes ministre de la République. Vous avez un ministère. Et dans votre ministère, je ne connais pas votre ministère, mais la projection que je peux en faire, c'est que dans chaque ministère, il y a au moins un service qui s'occupe de la statistique. C'est-à-dire un service qui collecte les données de votre ministère, puisque si vous voulez élaborer une politique publique par rapport à votre ministère, il vous faut des données chiffrées. Parce que sinon, à quoi s'adresse, à qui s'adresse cette politique publique? Si vous voulez, allez, on va dire la politique énergétique au Congo, mais est-ce que vous connaissez le nombre de ménages qui préparent encore avec du bois de chauffe, avec du charbon, ce qui est très polluant? Et si vous ne connaissez pas le nombre, mais comment vous pouvez mettre en place une politique de sortie, de transfert, comment on appelle ça, d'énergie? À combien de familles on va fournir le gaz ou l'électricité, beaucoup moins polluant que le bois et le charbon? Vous avez quand même des chefs de service qui sont dans votre ministère, qui vont aller regarder ces choses-là, qui vont aller sur le terrain avec leurs équipes et qui vont construire des statistiques à votre disposition. Mais vous donnez un chiffre comme ça, des milliers d'emplois. Or, cet argument des milliers d'emplois, c'est en contradiction avec ce que dit votre propre gouvernement. Denis Sassou Nguesso, Colline Makosso, comme Thierry Mungala reconnaissent qu'ils ne sont pas en capacité de créer des emplois. L'année 2024, l'année des jeunes, des emplois des jeunes et autres, Thierry Mungala l'explique très bien. Il y aura un glissement en 2025, 2026 et peut-être jusqu'en 2030. Alors, si réellement vous avez créé des milliers d'emplois, ça suppose que vous êtes en capacité de nous dire
quels sont les secteurs qui ont bénéficié de ces créations d'emplois? Est-ce que ce sont des emplois d'auto-entrepreneurs ou ce sont des emplois qui ont bénéficié du soutien des pouvoirs publics? Mais lesquels? Un ministre, quand il parle avec beaucoup de précision. Moi, je ne peux pas parler avec beaucoup de précision parce que je ne suis pas membre d'un gouvernement, je ne suis pas directeur de tel ou tel service au niveau des ministères. Moi, si je cherche, j'irai chercher les chiffres sur Internet, je ne trouve pas, j'essaie de comparer. Mais vous êtes en charge des politiques publiques. C'est-à-dire, c'est votre responsabilité. Si vous n'avez aucun chiffre à nous donner, et vous dites de façon générale qu'il y a des milliers, mais comment vous faites pour aller négocier avec les partenaires internationaux? Parce que les partenaires, eux, ils viennent avec des éléments chiffrés de notre pays. Que les chiffres soient approximatifs ou pas, mais eux, c'est ce qu'ils ont trouvé. Mais vous opposez quels chiffres en face? Et quand vous dites les emplois verts, mais ça veut tout dire et rien dire du tout. Les psychosociologues appellent cela des concepts ou des notions valises, des notions bateaux. C'est-à-dire, dedans, on peut mettre tout et n'importe quoi. Les emplois verts, ça peut être dans l'automobile. La fabrication des véhicules comme électriques, on peut trouver des emplois verts là-dedans. Les emplois verts, ça peut être dans la transition énergétique, c'est-à-dire faire passer progressivement les familles congolaises de l'usage du bois et du charbon à l'usage du gaz et sinon de l'électricité. Et l'électricité renouvelable comme photovoltaïque, l'éolien, et ainsi de suite. Alors, ces emplois-là, vous les avez créés où? Est-ce que dans la fabrication des photovoltaïques pour fournir les familles congolaises? Ou que vous allez installer des sites d'éoliens pour fournir les Congolais en électricité? Les emplois verts, ça peut aussi être l'habitat. C'est-à-dire, au Congo, on va construire les maisons avec un certain matériau qui ferait que quand il fait chaud, on a de la fraîcheur, et quand c'est la saison sèche, on a un peu de chaleur, c'est-à-dire des maisons qui gardent de la fraîcheur quand il fait chaud dehors, et qui gardent un peu de chaleur quand il fait froid dehors, notamment pendant la saison sèche. Donc, on va parler de l'isolation thermique de l'habitat au Congo. Les emplois verts, ça peut aussi être le bien manger bio, et non pas manger des éléments hyper transformés par les industries agroalimentaires. Donc, vous voyez que là aussi, les journalistes ne font pas de relance, les journalistes n'ont pas fait de recherche, et on avale comme ça les propos de Madame Arlette Nono Soudan, et ça donne l'impression aux Congolais que cette femme sait. Attention, hein, elle est bien formée, elle est universitaire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on sera un bon ministre de la Santé. C'est faux. Et d'ailleurs, dans la plupart des grandes puissances, rares sont des médecins qui arrivent ministre de la Santé. Il faut savoir que le poste ministériel, le ministre, c'est un administrateur de l'État. Eh bien, n'importe qui, si j'ose dire, peut occuper un poste ministériel dès lors qu'il sait gérer les affaires publiques, dès lors qu'il sait gérer une administration, dès lors qu'il sait que mon sujet à moi en tant que ministre, c'est de faire correspondre les besoins des populations avec les productions matérielles, les moyens de production. C'est-à-dire, le Congo a des ressources. Eh bien, l'objectif de chaque ministre, là où il est, c'est de faire de sorte que les ressources mises à disposition soient réellement utilisées par la population. Chaque ministère, c'est ça. Je vous ai parlé de la santé. Eh bien, il faut que le ministère de la Santé soit en capacité de soigner, de prévenir les maladies, de donner des conseils, de trouver les médicaments adéquats, pas des faux médicaments, d'être dans une anticipation de ce qui pourrait arriver, de s'informer à travers le monde de ce qui se passe. Lorsqu'il y a Ebola en RDC, qu'est-ce que moi je fais chez moi? Et lorsqu'il y a Ebola chez moi, comment je fais que ça n'arrive pas chez le voisin? Ça, c'est son rôle à lui. Et Madame Arlette Nono Soudan, c'est de nous mener vers cette transition énergétique par rapport à tout ce que j'ai fait précédemment. Les populations qui utilisent du bois de chauffe et du charbon sont des populations d'office malades, même si la maladie n'apparaît pas.
ils ont des poumons comme des poumons de ceux qui fument la cigarette. Parce que la fumée, même s'ils ne le savent pas, ils le respirent quand ils préparent avec le bois. Et c'est pour cela qu'à un moment donné au Congo, vous avez comme ça des maladies liées à la toux. Les gens toussent beaucoup, disent mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais le premier agent qui nous contamine, c'est la fumée des bougies quand on s'éclaire, des lampes à pétrole. Moi, je ne suis pas chimiste, mais demandez aux ingénieurs que vous avez au Congo. Du fait que dans nos maisons, on utilise encore le pétrole lampant, quelles sont les conséquences sur notre santé? Donc, la transition énergétique, c'est essentiel aujourd'hui et on doit utiliser l'électricité qui n'est pas nocive pour notre santé, pour nos poumons, pour notre respiration. Et c'est ça le rôle d'un ministre. Le rôle d'un ministre, on n'a pas dit qu'il faut être médecin pour être ministre de la Santé, policier ou militaire pour être ministre de la Défense. Ça, c'est la pensée des États africains dans les années 60, pas en 2026. Donc, Madame Nono Soudan ferait mieux de revenir encore lors d'une autre émission avec des chiffres beaucoup plus élaborés et nous dire quel est son service dans son ministère qui s'occupe de cela ou sur le plan national, quelles sont les institutions qui informent le gouvernement sur les conjonctures familiales, les conjonctures sociales et les conjonctures économiques. On doit avoir l'équivalent. En France, vous avez l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des conjonctures économiques, donc qui informe les populations et le gouvernement sur la nature de la consommation, de la pauvreté, de la production économique, de la production matérielle, ainsi de suite. Et n'empêche, les ministères ont aussi leurs propres services qui élaborent ces bilans-là. L'autre ministre qui m'a quand même étonné, c'est M. Ngatse, qui a été en charge du budget, de l'économie. Et il dit ceci, écoutez. Bonsoir à tous. Nous parlerons ce soir en toute transparence du bilan économique du président de la République lors de ce dernier mandat. Pour en parler, donc, nous recevons M. Ludovic Ngatse, ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous interroger, je suis en compagnie de Dimi. Bonsoir, Dimi. Et bonsoir. Bonsoir, Carly. Monsieur le ministre, première question déjà sur la croissance économique. Depuis 2021, elle est positive, mais malheureusement, on a l'impression qu'elle ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. Comment pouvez-vous expliquer ce décalage? Merci beaucoup. Pour commencer, je souhaiterais quand même qu'on puisse faire un petit point par rapport à ce qui a existé en début de mandat du président. Comme vous le savez, le mandat commence en 2021, mais nous sortons, nous étions encore en 2020 dans le Covid, où il y a eu énormément de difficultés pour promouvoir l'activité économique. Il y avait tout ce que vous savez, les confinements, l'arrêt de production, l'arrêt des chaînes de valeur un peu partout dans le monde. Donc cela a eu beaucoup de conséquences sur l'activité économique. Nous avions réalisé en 2020 un taux de croissance de moins 6,3, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de richesses dans notre pays. Mais lors de la campagne passée, le président a mis en place un vaste programme de stabilisation de l'activité économique et de relance de la croissance. Vous l'avez bien si indiqué, la croissance est revenue progressivement, passant de moins 6,3% en 2020 à 1% environ en 2000, jusqu'à aujourd'hui presque à 4%. Vous dites que cette croissance n'est pas ressentie. En tant que tel sur le plan de l'emploi, je pense. Non, sur le panier de la ménagère, oui. Je dirais oui et non. Oui, parce que sur la même période, on a créé énormément d'emplois, surtout publics. On a créé près de 25 000 emplois publics. Alors, après Madame Arlette Nono Soudan qui nous a dit qu'il y avait des milliers d'emplois verts qui étaient créés, nous avons le ministre Ngatse qui signale en passant qu'il est aussi enseignant à l'université. Alors, ça tombe bien. Donc, il a la rigueur universitaire. Monsieur Ngatse nous dit qu'il se rend compte qu'on avait créé au Congo, que le gouvernement congolais a créé 25 000 emplois
et notamment dans le service public. OK? Alors, la rigueur journalistique voudrait qu'on demande à M. Ngatse les 25 000 emplois, qu'ils nous disent, comme c'est des emplois publics, quel département? L'éducation nationale, combien d'emplois? La santé, combien d'emplois? La recherche, combien d'emplois? L'agriculture, ainsi de suite. Il ne peut pas dire qu'il est universitaire, qu'il a été ministre en charge du portefeuille public, donc du budget. Il sait quels sont les ministères où on a créé ces 25 000 emplois. Il le sait. Si c'est vrai, hein, attention, si c'est vrai, il sait dans quel ministère. Et donc, il n'a aucun mal de nous dire, lui, au ministère des Finances, de l'économie et des finances, portefeuille du budget, quels sont les différents départements qui existent et quel département lui donne ces chiffres-là. Et qu'il publie, ce ne sont pas des secrets d'État. Non. Il faut qu'on arrête avec cette histoire de secret d'État. Il peut publier sur le site du ministère tout ce que le ministre de la Santé, pareil, hein, Madame Arlette au Soudan, pareil. Sur les sites des ministères, il faut qu'on soit en capacité d'aller vérifier ces informations-là. 25 000 emplois publics. Or, là encore, M. Ngatse ou M. Yoka, qui a ce portefeuille aujourd'hui, ou encore M. Emmanuel Firmin Ayessa, ministre du Travail, ou sinon, Kolne Makosso lui-même, et Denis Sassou Nguesso, président de la République, ou encore Christelle Denis Sassou Nguesso, ministre du partenariat public-privé. Tous sont concernés. Lorsque Ngatse dit qu'on a créé 25 000 emplois publics, j'ai dit quel ministère, quel département, quelle institution. Mais en plus, c'est 25 000 emplois publics. Pour faire quoi en fait? Pour s'occuper de quoi? On crée ces emplois publics pour s'occuper des dossiers qui vont générer la création d'emplois par ricochet dans le secteur privé. Que ce soit de l'auto-entrepreneuriat ou des entreprises, petites et moyennes entreprises multinationales. Ces 25 000 personnes que vous avez recrutées dans la fonction publique, si j'ai bien compris, que c'est des emplois publics, dans la fonction publique, c'est pour faire quel travail qui va stimuler le secteur public, mais aussi le secteur privé. Quel est le résultat de ces 25 000 emplois dans le domaine public des populations? C'est-à-dire, en quoi cela a changé? Ça a changé quoi dans la vie des populations? Si c'est le ministère de la Santé, mais qu'est-ce que ça a changé dans notre système de santé? Si c'est au ministère de l'Environnement, qu'est-ce que cela a changé dans la transition énergétique, par exemple? Et si c'est au ministère de l'Agriculture, alors montrez-nous sur le marché national, sur le marché interne, quelle est la production de l'agriculture locale qui vient satisfaire en partie, peut-être pas en totalité, mais en partie, les besoins alimentaires de la population. C'est ça la rigueur intellectuelle, universitaire, gouvernementale et même journalistique. Donc, M. Ngatse dit qu'on a créé 25 000 emplois et il est rentré chez lui, retrouver sa femme et ses enfants. Ah, Bomoni, hein? Ah, na lobby bien, hein? Na sakoli, hein? Ah, bel métal, hein? Ah, moumesonza, en tout cas, bami wamoun. Mais c'est quoi ça? Vous oubliez que par-delà tout, nos amis africains nous suivent. Moi, j'ai étudié en Chine, j'ai étudié dans des universités françaises. Donc, j'ai rencontré du monde. Et c'est des gens qui me disent, mais Didier, tu vois ça? Ben, si réellement vous avez créé 25 000 emplois publics, des milliers d'emplois dans le changement, dans la transition énergétique ou dans l'environnement, mais comment se fait-il que le Congo est dans une telle médiocrité? Comment se fait-il que ces emplois ne génèrent rien? Qu'est-ce que ces emplois-là génèrent comme plus-value pour que l'on dise, ah tiens, aujourd'hui, au Congo, les gens vivent bien. Parce que 25 000 emplois, des milliers d'emplois verts, donc plus de
Alors, je dirais quoi? À vous de me le dire, messieurs les membres du gouvernement. 30 000, 35 000, 40 000 personnes sorties de la pauvreté, sorties du chômage en 5 ans. 40 000 personnes, mais ces gens-là sont où? À Brazzaville, à Pointe-Noire, à Kinkala, à Ouesso, à Imfondo, à Makochipoko. Je rappelle que même l'hôpital d'Oyo a été en grève. Je ne sais pas si la grève a pris fin. L'hôpital d'Oyo en grève. Même la sous-préfecture d'Oyo, grève. Alors, ces emplois-là servent à quoi? C'est-à-dire qu'en termes de politique publique, en quoi ces emplois, vous venez en parler là, mais en quoi ces emplois ont changé le visage du Congo, donnent les moyens en 5 ans, 25 000 emplois publics, plus les emplois verts. Mais comment expliquer que octobre 2024, 10% seulement d'enfants se présentent à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. Cahiers, tenues, ils n'en ont pas. Et c'est pas moi qui le dis, le ministre de l'Éducation nationale en 2024, soit 3 ans après 2021, parce que le bilan commence en 2021. Et donc, on a créé des milliers d'emplois. Donc, on a apporté de la plus-value. Le bilan est positif. Mais comment se fait-il qu'en octobre 2024, 10% seulement d'enfants se présentent à l'école? Pour les autres, les retards de salaire, l'absence de moyens fait que les parents n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école. On a vu les directeurs d'école en parler. On a vu le ministre de l'Éducation nationale lui-même implorer les parents d'envoyer les enfants à l'école. Je crois qu'il y a eu une école à Mutabala où il n'y a eu que 7 élèves sur les plus de 200 élèves de l'école. 7 seulement se sont présentés à l'école. Et on vous dit que des emplois sont créés, le bilan est positif, les enfants vont bien. Donc là encore, un ministre du budget, on ne triche pas avec le budget. On ne tripatouille pas le budget. On ne bricole pas l'économie. Et c'est le ministre de l'économie et des finances, celui qui est le portefeuille du budget de l'État, vient donner des chiffres mensongers. Et les journalistes regardent ça. Les journalistes acquiescent, acceptent. Alors, en quoi le journalisme dans le monde, c'est le 4e pouvoir, la presse. Mais si vous êtes un pouvoir, ce n'est pas pour vous coucher devant le gouvernement. C'est pour challenger le gouvernement. C'est pour relancer les questions. Moi, je ne suis pas journaliste, mais en face d'Ngatse, je lui aurais posé ces questions-là. Si je prends toute la liste du gouvernement, chaque ministère, donnez-moi les emplois créés. Et ces emplois-là, vous les avez créés pourquoi? Parce que si ça ne sert à rien, on ne les crée pas. Parce que c'est une charge sur le budget de l'État. Parce que ces gens qu'on recrute, ils vont s'occuper de quoi? Les 25 000 que vous avez recrutés dans la fonction publique. Parce qu'on recrute, parce que nous avons un secteur économique très prospère, très florissant, un secteur économique très compétitif, par exemple, l'agriculture, l'industrie, les télécommunications. Et donc, au niveau de l'État, nous avons besoin des gens pour traiter des dossiers de ces entreprises-là. Ça, on peut le comprendre. Moi, je ne dis pas que 25 000 emplois dont parle Ngatse, ce serait mauvais. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Je dis juste que lorsque vous avez ces créations d'emplois publics, c'est pour s'occuper du secteur, du marché congolais, du secteur de production, du secteur industriel ou même du secteur de la population. C'est-à-dire qu'on a connu un boom démographique. Tout à coup, les femmes congolaises se sont mises à mettre au monde des enfants et qu'il y a des besoins au niveau de la santé, au niveau de l'éducation pour s'en occuper. Et donc, on va créer des écoles, on va construire des hôpitaux. Ça se comprend, mais donnez-nous des éléments crédibles d'appréciation. Or là, c'est un chiffre qu'on a jeté comme ça, parce que les élections arrivent, on veut épater. Mais vous n'allez pas épater les gens, la preuve. 99% de la population, c'est des gens qui rejettent ça. Lisez sur les réseaux sociaux où c'est publié. Tout le monde rejette ça, tout le monde pose des questions que les journalistes auraient dû poser. Un autre ministre qui est passé,
faire son examen parce que je pense que avec l'image de Denis Sassou Nguesso derrière eux, c'est un peu le style stalinien. Hein. Rien que la photo de la personne, quand vous entrez pour vous asseoir, donc vous voyez sa photo, ça vous dit déjà que ici, vous devez tout dire en adéquation avec ce que le président attend. Qu'il s'agisse d'Arnett Monosoudan, de Ngatse ou de Dibara, le ministre de la Santé. En fait, la problématique, c'est pas que on vous demande pas de faire monter l'intelligence à votre niveau, là où vous êtes des gens intelligents, mais on vous demande de rabaisser au niveau de Denis Sassou Nguesso, qui dit une chose et son contraire, et c'est quand même étonnant. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, Sassou lui-même a déploré l'état de nos hôpitaux en disant que les hôpitaux sont construits à 70%, qu'il y a des graves problèmes dans les hôpitaux. Ibarra vient dire, ça va, mais dans le futur. Bon. C'est tellement schizophrénique que le risque, nous les Congolais de Brazzaville, hein, de République du Congo, on risque tous de devenir fous, tellement que le gouvernement nous raconte tout et son contraire. Ils se contredisent même entre ministres. Celui qui passe après ne sait même pas ce que l'autre a dit avant ou a totalement oublié. Mais quand on est dans une construction psychique du mensonge, on oublie souvent ce qu'on a dit avant. Et on oublie même que le collègue n'a pas dit. Mais lorsque vous êtes dans le vrai, dans la vérité scientifique, et que vous savez que, même s'il y a des limites, même s'il y a des difficultés, mais le travail que vous faites, c'est ça, c'est bon, et que la population apprécie, on n'a pas toutes ces contradictions. Un autre ministre qui s'appelle Juste, mais qui est totalement injuste, c'est Juste Ibombo, le ministre des Télécommunications. Alors lui, il est formidable. Mais il est vraiment formidable, ce monsieur. Ce qui est bien, c'est qu'il est toujours souriant, il est toujours content, que les Congolais souffrent des maladies, puissent avoir faim, n'aient pas de quoi envoyer leurs enfants à l'école, c'est pas son problème. Lui, il est monsieur joyeux tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on attend de Juste Ibombo? Écoutez. Avant de parler de la poste, je voulais quand même vous donner des chiffres parce que on parle d'un bilan. Un bilan, il faut qu'il soit quand même aussi chiffré. Je vous dis, le Congo, j'ai reçu les chiffres ce matin, pour 2025, au niveau de la téléphonie mobile, on a un actif d'abonnés de 6 174 000 Congolais qui sont abonnés à la téléphonie mobile. Le chiffre d'affaires pour les opérateurs, pour les 6 millions, 93 milliards 699 millions de francs CFA. Pour l'Internet mobile résidentiel, on peut le dire, on a fait quand même des efforts considérables parce que on a l'Internet résidentiel maintenant à 15 000 francs le mois, ce qui permet quand même, on peut le dire quand même, à chaque Congolais de pouvoir bénéficier de l'outil Internet, ce soit à domicile. L'Internet fixe, nous avons 3 752 000 Congolais qui sont abonnés à l'Internet fixe. Et le taux de pénétration, on est en gros dans les 60%. Et le revenu, c'est 51 milliards de francs CFA. Donc, tous les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, on a Congo Télécom, qui est notre opérateur historique, mais permettez que je ne fasse pas la publicité des autres opérateurs. Au niveau de l'Internet mobile, on a 3 millions, pratiquement la moitié du nombre d'abonnés utilisent l'Internet à travers le téléphone mobile. 3 752 000 abonnés à l'Internet mobile. Pratiquement 52 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Et pour parler de l'inclusion, parce qu'on a parlé de l'inclusion tout à l'heure, ouais. Parce que lorsqu'on ramène la téléphonie mobile dans les localités reculées, on ramène aussi ce qu'on appelle l'inclusion financière. Il y a une certaine traçabilité. On ramène un peu une économie informelle parce qu'il y a des gens qui vendent les cartes de crédit, qui font je sais pas comment on dit ça, le mobile money, qui font les momos, voilà. Et au niveau du mobile money, nous avons 3 614 000 Congolais qui utilisent le mobile money. En 2025, et le chiffre a baissé à cause de la crise, en 2025, le revenu annuel s'est élevé à 23 milliards de transactions mobile money. Lorsqu'on envoie 1000 francs, on envoie 5000, on envoie 10 000. J'avais d'autres chiffres que je voulais vous donner, puisqu'on parle de la poste. Les chiffres de la poste, oui. Le secteur postal a subi une mutation extraordinaire avec le numérique. Et toutes les postes sont impactés, les postes du monde, puisque nous avons un organe au niveau des Nations Unies qui est l'Union postale universelle.
Et à chaque fois, on se retrouve justement pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer la poste. Et la poste congolaise n'est pas en marge. La poste congolaise a eu du mal, surtout avec le dessaisissement du centre des chèques postaux au profit de la banque postale. Parce que la particularité, ça il faut le dire, la particularité pour notre pays, c'est que la poste n'a pas les centres des chèques postaux. Ce qu'on appelait dans le temps le Nzete Ambongo. C'est-à-dire que là où les fonctionnaires pouvaient venir percevoir leur salaire, là où on pouvait envoyer des mandats, maintenant, c'est au profit de la banque postale. Donc, il fallait que nous puissions chercher, voir comment est-ce que nous pouvons réinventer cette poste. Et le projet a été présenté au niveau du conseil de cabinet, approuvé. Le Premier ministre a assuré les arbitrages. On a décidé de pouvoir, on va dire, changer le modèle économique de la Poste. Voilà. La Poste sera maintenant une société anonyme, droit au HADA, où on pourra ouvrir le capital à des partenaires privés afin de permettre à ce qu'on ramène du frais, du cash, que les investisseurs ramènent du cash au niveau de la Poste et qu'on puisse maintenant offrir d'autres services aux citoyens. Les cartes bancaires, par exemple. Aujourd'hui, il y a la FinTech, on parle de la FinTech, mais nous avons mis en place une législation qui fait que l'autorité universelle, du moins, la structure universelle qui assure le service universel de la Poste, c'est la SOPECO. Parce que le secteur a été totalement libéralisé. Et lorsque le secteur est libéralisé, ben écoutez, pour faire face avec les grands, il faut avoir un peu d'argent. Donc, on a voulu encadrer réglementairement par rapport à la loi pour qu'il y ait un domaine réservé à la Poste. Et aujourd'hui, nous avons ce domaine réservé à la Poste. Nous avons mis en place, à l'instar de ce que nous avons eu à faire avec les communications électroniques, le fonds d'accès pour le service universel, nous sommes en train d'opérationnaliser le fonds de service postal universel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme le secteur est ouvert, libéralisé, mais comme les opérateurs postaux libéraux, privés, n'ont pas l'obligation d'offrir le service universel, d'aller par exemple dans les zones là où ça leur rapporte rien. Je peux vous dire qu'il y a des bureaux de poste au Congo, les derniers chiffres que j'avais rapportaient 2 fois 20 000 francs le mois. Un bureau de poste, puisque personne n'envoie plus les courriers. 20 000 francs le mois, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on peut pas fermer ce bureau de poste parce que ça doit assurer le service universel postal. Voilà pourquoi est-ce que on a fait le plaidoyer pour que on mette en place ce fonds de service postal universel qui va faire que les opérateurs postaux privés puissent contribuer au service universel. Comment? En ponctionnant une partie de leur chiffre d'affaires. J'ai les derniers les statistiques de 2025, je ne sais pas si c'est totalement consolidé, mais on m'a parlé de 1 milliard 100 et quelques millions chiffre d'affaires des opérateurs postaux. Si on prend 2% des 1 milliard, ça peut permettre à la Poste congolaise de pouvoir ouvrir un autre bureau de poste. Mais dans le cas du projet d'accélération de la transformation numérique, on a trouvé une petite panacée, une toute petite panacée, c'est-à-dire on va utiliser les bureaux de poste comme des points pour le e-gouv, c'est-à-dire que on va transformer les bureaux de poste en services communautaires numériques où les populations viendront pour effectuer leur démarche administrative. Alors, le ministre Juste Ibombo nous apprend un chiffre quand même étonnant. Nous sommes environ 6 millions d'habitants, ça on le sait. Et monsieur Juste Ibombo nous apprend que au Congo, il y a 6 millions de téléphones portables. Donc quasiment même les bébés. Parce que peut-être que monsieur Juste Ibombo ne le sait pas, mais je crois que certains l'ont déjà dit, c'est que quand on dit 6 millions d'habitants, il y a ceux qui sont nés au moment où on donne ce chiffre-là. Donc, les enfants entre 0 et X. Voilà, ça commence avec les enfants de 0 ans. Il peut regarder la pyramide des âges au Congo. On verra de 0 à 10 ans, ils sont combien? Et donc, ces enfants-là n'ont pas de téléphone portable. De 10 à 15 ans, je ne crois pas que tous les enfants
ont les téléphones portables, vu le prix d'un téléphone portable, vu les difficultés de connexion. Si nous, dans notre pays, on compte à peu près 1 million d'enfants, voire plus, entre 0 et 10 ans, ça suppose que il y a déjà 1 million à écarter. Mais en plus, même si certains Congolais ont 2, 3 numéros d'abonnés, mais ce n'est pas par luxe, monsieur Ibombo. Faut pas faire croire aux gens que il y a 6 millions d'abonnements, et donc les gens sont bien. Non. Les gens ont 2, 3 numéros, c'est parce que joindre quelqu'un au Congo, c'est un exercice. Vous le savez, puisque vous venez de France. Donc, vous savez très bien que quand vous viviez encore en France, appeler le Congo, c'est très compliqué. Et même quand vous venez en France pour les vacances, pour voir vos parents, pour vous soigner et autres, vous savez très bien que appeler le Congo, sauf si vous avez des lignes en tant que membre du gouvernement qui sont des lignes sécurisées et donc sans problème, mais vous savez très bien que si vous avez les mêmes lignes que nous tous, appeler au Congo, c'est un exercice très, très, très difficile. Donc, dire qu'il y a 6 millions de téléphones portables au Congo, ce qui est déjà faux. Mais en plus, vous oubliez de dire que la couverture Internet au Congo est de 34,4% selon les statistiques internationales. Le taux de couverture, la couverture c'est de 34,4%. Comment on fait pour connecter les 6 millions de téléphones? Là où au Gabon, nous sommes à 97%, au Congo, nous sommes à 34%. Nous sommes parmi les pays les plus médiocres en termes de connexion Internet. Les appels gratuits via WhatsApp, aujourd'hui encore, lorsqu'il y a une urgence au Congo et que quelqu'un se trouve à l'extérieur, par exemple en France, il est obligé d'acheter les cartes Lika Mobile ou autres pour que l'appel passe facilement. Mais via WhatsApp, c'est très, très, très compliqué. Je vous donne une chose, je vous dis une chose que vous connaissez déjà, monsieur Ibombo. Vous l'avez vécu quand vous étiez en France. Lorsque vous appelez par WhatsApp, de la France, votre téléphone sonne. Ça sonne tout simplement parce que la ligne est opérationnelle. Mais au Congo, ça ne sonne pas. Combien de fois nous avons tous eu des parents et des amis qui nous disent, tiens, qui nous rappellent en disant, je viens de voir que tu as essayé de m'appeler, mon téléphone est à côté de moi, il n'a jamais sonné. Et l'autre dit, mais pour moi, ça a sonné plusieurs fois, ça fait 5-10 minutes que j'essaie de te joindre. Il dit non, c'est maintenant que je vois des appels en absence, mais on est là avec des amis, le téléphone n'a jamais sonné. Mais parce que la couverture Internet étant médiocre, on a ces désagréments. Et vous venez vous nous dire qu'il y a 6 millions de téléphones, que tout va bien. Et le pire, vous faites le bilan de 2021 à 2026. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, c'est le gouvernement qui le dit. 2021-2026. Et vous avez reçu les chiffres le matin même de votre interview. D'accord? Et l'unique chiffre que vous avez donné, c'est le chiffre de 6 millions de téléphones portables au Congo. On était à combien en 2022? On était à combien en 2024? On était à combien en 2025? Qu'est-ce qui fait que si l'Internet au Congo, ça va, si tout le monde est connecté à Internet, qu'aujourd'hui, les entreprises refusent de venir au Congo parce que la couverture Internet ne marche pas? Alors, qui dit vrai? Il faut savoir qu'aujourd'hui, sans Internet, on hypothèque notre avenir. C'est fini. Le monde est en train de partir. Le monde est lancé dans sa constellation. La navette spatiale monde est en train de partir là. Quand vous regardez ce qui se passe, où Donald Trump n'est pas en guerre avec la Chine ou avec la Russie, Donald Trump, la semaine du 19 janvier, le monde est passé au bord de l'affrontement entre l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, membres de l'OTAN, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, et leur chef, entre griffes, les États-Unis, de Donald Trump. La réunion parmi les grands décideurs du monde et les capitalistes de Davos
s'est transformé en un ring où Donald Trump était attendu de pied ferme par le Premier ministre anglais, Keir Starmer, par le président français Emmanuel Macron, par le Premier ministre, par le chancelier allemand, par les responsables européens et pas les moindres, les puissances européennes comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, qui attendent de pied ferme Donald Trump qui essaie d'occuper le Groenland. Voilà ce que nous avons vécu cette semaine du 19 janvier. Donald Trump fait déplacer des F-16, des F-15, des F-35 au-dessus du Groenland, là où la France, l'Allemagne, envoient aussi, le Danemark, les Pays-Bas, si je ne me trompe pas, envoient aussi leurs militaires. Alors, les critiques diront, oui, mais c'est pas grave, c'était la puissance américaine face à 2-3 soldats européens. Mais non, c'était là. Il faut retenir ça sur le plan symbolique et géostratégique. Qu'est-ce qui se passe? Les images de la puissance militaire américaine en train de tirer sur les militaires européens, même s'ils ne sont que 2, même s'ils ne sont que 3. Cette image serait catastrophique en termes de géopolitique et de géostratégie. Cette image des pays de l'OTAN en train de se battre entre eux, ce n'est pas possible. Et dans tous les cas, même si les États-Unis c'est la grande puissance, mais les Américains ont néanmoins, dans la stratégie de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire au-dessus du Groenland, qu'on le veuille ou pas, les Américains auront besoin des forces européennes. Et je pense, je n'étais pas là, mais je pense que c'est ce qu'on a rappelé à Donald Trump. Et j'étais persuadé qu'il n'y aura pas d'affrontement. Et d'ailleurs, si vous me lisez sur ma page Facebook, j'ai mis des vidéos où je disais déjà, oui, on peut critiquer 15 militaires français qui partent et 30 militaires allemands, mais le but, c'est pas d'aller se battre. Le but, c'est de marquer une présence et de dire, à un moment donné aux Américains, stop. Et d'ailleurs, les textos qui a suivi de Macron disant, mais je ne sais pas ce que tu es en train de faire au Groenland. Eh ben, tout ça, ça vient participer au fait que on ne peut pas, comme ça, dire on est tout fort et on vient écraser les autres. Alors, dans ce monde-là, dans une telle navette spatiale, monde, le Congo présente quoi? Eh ben, le Congo présente les données de monsieur Juste Ubombo, qui a dit qu'il n'a pas de vision. Lui, il est là pour appliquer la vision de Denis Sassou Nguesso, qui lui-même n'en a pas aussi. Super, il est là. Vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo. C'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Très bien. Mais félicitations, merci, monsieur le ministre. Parce que sans Internet, sans la connexion Internet, vous apprenez qu'aujourd'hui, même les avions militaires, les mises à jour, ça se fait via Internet. Je ne vous parle même pas des téléphones portables et des ordinateurs. Comment se font les mises à jour des téléphones au Congo et des portables au Congo? Parce que lorsqu'un opérateur lance les mises à jour, on le voit avec nos ordinateurs, on le voit avec nos téléphones, on nous demande souvent d'éteindre et de rallumer pour que les mises à jour se fassent. Mais avec cette médiocrité de connexion Internet chez nous, les mises à jour au Congo ne se font pas. Et donc, on ne peut pas attirer de l'investissement étranger. Et le Congo n'attire pratiquement pas des investisseurs étrangers. Le pauvre Christelle Denis Sassou Nguesso, je pense qu'il mérite une année de congé parce qu'il a tellement voyagé. Monsieur Juste Ubombo, regardez votre collègue du gouvernement. Il a tellement voyagé, il n'a trouvé aucun investisseur. Il a ramassé un Thaïlandais, je crois, qui est venu ouvrir un restaurant au nord de Brazza, mais après il a disparu. On organise des petites réunions des investisseurs francophones à Brazza, mais ça crée combien d'emplois? 0 emploi. Mais parce que la couverture Internet est une condition sine qua non pour attirer des investisseurs. Les gens ne se déplacent plus avec des caisses de dossiers. Les dossiers sont informatisés. Les dossiers sont dématérialisés. Aujourd'hui,
un investisseur qui arrive au Congo, soit il vient juste avec son ordinateur portable ou encore ils ont des tablettes qui font téléphone. C'est tout. Tout est en ligne. Or, s'il arrive au Congo, il ne peut pas se connecter avec ses dossiers. Donc, il ne viendra pas. Donc, au lieu d'avoir un ministre qui vient, qui vous dit, écoutez, on est conscient que la couverture Internet, c'est à hauteur de 34%, c'est médiocre, il nous manque encore, parce que l'Internet fonctionne beaucoup encore aujourd'hui avec des numéros fixes. Et ça, on ne va pas y échapper. On aura donc des connexions alternatives, mais la question du téléphone fixe se pose quand même comme moyen vraiment de faire passer l'Internet par l'ADSL ou par la fibre. Au lieu de dire que voilà, on est conscient et on va y travailler, les gens viennent faire de l'autosatisfaction. Or, quelqu'un qui est déjà satisfait, pourquoi vous voulez qu'il se satisfait encore? Quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas de sentiment de manque. C'est ça la vie. Dans la vie, moi, je ne peux rechercher que ce qui me manque. Et quand j'ai obtenu ce qui me manque, je voudrais encore voir qu'est-ce qui me manque encore. La vie, c'est comme ça. Si la science évolue toujours, parce qu'on nous a dit, même les sciences dites exactes, qui sont plutôt des sciences conventionnelles, évoluent par erreur corrigée. Je ne suis pas un chimiste et je n'ai pas été bon en chimie, mais le peu que j'ai retenu et qui m'a troublé un peu, au collège, on nous apprenait à équilibrer les équations chimiques avec un demi-atome. Quand on arrive au lycée, on nous dit, oulala, l'humanité a cessé d'exister depuis cette époque-là. En réalité, on ne peut pas avoir la moitié d'un atome. Fissurer un atome, c'est créer une réaction atomique, donc bombe atomique. Donc, tous les scientifiques qui l'ont dit, en fait, ils ont tué l'humanité X fois. Mais c'est pas grave, c'est pas une critique. Ah, d'ailleurs, même merci à eux, ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas diviser un atome. Donc, on équilibre les équations avec un atome entier. Ça, c'est ce que les professeurs de physique-chimie nous enseignent aujourd'hui, qui nous enseignent déjà depuis un certain temps, mais c'est ça. Donc, reconnaître une erreur, en soi, c'est pas un problème. L'adage dit seuls les imbéciles, seuls les idiots ne changent pas, ne reconnaissent pas leurs erreurs. Alors, le gouvernement est idiot et imbécile à ce point pour ne pas reconnaître qu'on n'y est pas. Le rendez-vous du siècle, on nous disait, autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Santé pour tous d'ici à l'an 2000. Mais 26 ans, 25 ans, l'année 2026 vient de commencer, on va dire 25 ans après l'an 2000, on est encore dans la même médiocrité. Et les gens sont dans l'autosatisfaction. Mais c'est au-delà du narcissisme primaire. Ce qui se passe là, au Congo, cet exercice du gouvernement, c'est au-delà du narcissisme primaire. On ne peut pas avoir des ministres qui viennent comme ça dans l'autosatisfaction alors que le peuple souffre. Alors que, au niveau de la santé, il n'y a rien qui se fait. Nos régions sont en train d'être détruites par les entreprises étrangères qui font comment on appelle ça, de l'exploitation minière, l'or, et ainsi de suite, et qui polluent nos rivières. Et aucune décision est prise. Madame Arlette Nono-Soudan, vous le savez. Dans un monde où les puissances veulent s'accaparer, quitte à écraser, lorsque vous entendez les États-Unis menacer d'occuper militairement le Groenland ou le Canada, mais qu'est-ce qui ferait qu'un voisin belliqueux n'occupe pas le Congo? Au lieu de réfléchir à ça, on vient nous pendre une médiocrité d'interview où et membres du gouvernement et journalistes sont comme deux faces d'une même pièce. Et les Congolais sont tristes. Les Congolais ont peur de dire, mais de quoi sera fait l'avenir? Est-ce que c'est quand même une bonne chose d'avoir ce gouvernement? Alors, je vous passe Madame Ingani, quand on lui pose la question sur les réalisations de son ministère de la promotion de la femme, elle botte en touche et fait une passe en or à son collègue du ministère du Travail, de ceci, de cela, en disant, mais moi, c'est animé dans les quartiers, c'est chanté dans les quartiers. Après le reste, je donne à mes collègues des autres ministères, ou encore le jour où l'homme congolais se rendra compte que la femme ne veut pas lui piquer la place, mais qui vous a dit, mais ça c'est un raisonnement de ministre, ça? Quand on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, donc c'est nous les Congolais qui avons peur que nos femmes nous piquent notre place. Bon, écoutez, quelles sont les politiques sociales, Madame Ingani, de protection
des populations les plus fragiles. La promotion de la femme peut déjà commencer par la scolarisation de nos filles. Or, quand on voit dans le pool, regardez la situation dans le pool. Regardez la situation dans la cuvette. Comment font les enfants, les filles de Mosaka pour aller à l'école? Madame Ingani, comment font les filles de la Likwala pour aller à l'école? Les filles de l'Iranga, comment vont-elles à l'école? Les filles de Bétou, quand les écoles sont dans l'eau, avec les risques d'être piquées par les serpents, d'être attaquées par les crocodiles. Lorsque les pauvres femmes de ces départements-là sont obligées de récolter leurs produits avant maturation parce que l'eau arrive. Quelles sont vos politiques publiques en tant que ministre de promotion de la femme pour protéger ces pauvres mamans? Ne vous laissez pas tromper par les femmes que vous rencontrez dans les rues de Brazzaville, de Dolisie ou de Pointe-Noire ou de Kinkala. Mais moi, je suis sensible à la situation des filles et des femmes le long du fleuve Congo et de l'Ubangi. Qui est allé voir comment dorment ces enfants-là? Et ces enfants, c'est aussi l'avenir du Congo. Nous ne pourrions pas construire le Congo en laissant les filles et les femmes du pool dans cette... Moi, je regarde ces vidéos-là, pour tout vous dire. Je regarde. Aujourd'hui, Madame Ingani, comment vous protégez ces filles et ces femmes qui sont en train de fuir Mindouli pour se réfugier en RDC, qui deviennent de facto des proies sexuelles des hommes qu'ils vont croiser sur leur route? Comment vous les protégez? Et comment vous demandez à votre ami Sassou d'arrêter ces opérations dans le pool parce que les premières victimes, ce n'est pas Ntoumi. Ce ne sont pas ces militaires, ce sont évidemment ces pauvres filles et ces pauvres femmes. Parlons de la scolarité des filles. Alors, c'est peut-être la première fois que je traite le sujet avec cette gravité. Madame Ingadi, quel est votre lien de travail avec votre collègue de l'éducation nationale et votre collègue de la santé? Cher Congolais, je veux vous le dire. Vous remarquerez, au collège, au lycée et à l'université, nous avons des camarades féminins, des filles au collège, au lycée et à l'université, des jeunes femmes, qui s'absentent au moins une semaine par mois de l'école. Au moins une semaine par mois de l'école, ces filles-là sont absentes. Pourquoi? Parce que c'est leur période de menstruation. Et comme c'est des gens qui n'ont pas les moyens, des gens qui sont pauvres, qui se débrouillent comme elles peuvent, eh ben, elles sont obligées de rester à la maison pour ne pas aller à l'école alors qu'elles sont dans leur période de menstruation. Madame Ingani, la promotion de la femme, la protection de nos filles, ça passe aussi par la remise en place de la santé, de la médecine scolaire. Cette médecine qui peut distribuer à ces jeunes filles gratuitement aux frais de l'État, parce qu'on en a les moyens. Les moyens de l'État, ce n'est pas acheter des costumes à 6 000, voire 12 000 euros aux membres du gouvernement, mais c'est de s'occuper des enfants. Et donc, fournir aux élèves filles les serviettes hygiéniques jusqu'à la fin de leur scolarité, étudiantes comprises, ou encore étudiantes dans les universités privées comprises, c'est-à-dire de la période où commencent les règles. Pour certaines filles, ça peut être 9 ans, 10 ans, à cause aussi de l'alimentation, des produits chimiques, des médicaments, comprend du dérèglement hormonal. Peut-être que vous ne connaissez pas le mot, allez regarder. Et donc, jusqu'à l'âge de terminer ses études, dès lors qu'elle justifie d'un certificat scolaire ou la médecine scolaire au niveau de l'université, eh ben, elle bénéficie au moins de ce minimum syndical pour permettre à ses enfants de ne pas manquer leurs cours, pour permettre à ses élèves et à ses étudiantes de ne pas manquer leurs cours. Voilà une politique publique ambitieuse que je vous propose. Et puis, pour toujours ces filles-là, les parents devraient recevoir une allocation de soutien familial pour toutes les familles dont le salaire n'atteint pas X. Mais ça, c'est à évaluer avec votre collègue du ministère du Budget. De sorte que ces enfants-là ne puissent pas manquer de cours parce que les parents sont en difficulté. Et donc, c'est une allocation qui ne sera pas forcément sous forme d'argent,
mais sous forme de bons. Un bon délivré par les mairies qui sont au plus près des populations. Donc, le service social de la mairie, le service à la famille de la mairie délivre ce bon aux parents pour que les parents aillent récupérer du matériel scolaire. Par exemple, pour un enfant, il y a un bon qui inclut la tenue scolaire, le sac, les fournitures scolaires. Et donc, le parent présentera le bon pour récupérer le tissu, présentera le bon au tailleur pour coudre la tenue, charge au tailleur d'aller présenter ce bon au trésor public pour que ces charges soient payées. Et ainsi de suite. Voilà une bonne politique qui pourra lutter contre la déscolarisation des filles, mais des enfants en général. Mais venez, et les journalistes qui les interrogent, si vous êtes journaliste politique, vous devez le savoir aussi. C'est votre job. C'est pas moi qui vous ai demandé de faire ce job-là. Moi, je suis critique et je suis méthodique. J'ai de la méthodologie. J'essaie de réfléchir. Si j'étais à la place de Sassou, que ferais-je? Si j'étais à la place de Colline Makosso, qu'est-ce que je vais faire? Et si j'étais à la place d'un ministre? C'est ça qu'on appelle les politiques publiques, couplées avec les politiques sociales de protection des plus fragiles. Je ne vous parle même pas de nos filles en situation de handicap. Quelles sont les politiques en situation de handicap? Pas les gestes où on vient donner un petit sac aujourd'hui, une petite machine à laver. Ça, c'est du niveau d'une association. C'est les musiques qui font ça, pas le gouvernement. Le gouvernement est au niveau de la méta-gouvernance, non pas au niveau de la micro-gouvernance, de la petitesse de gouvernance, la gouvernance Mayoto. Ce que j'appelle moi la gouvernance Mayoto. Et cet exercice nous montre à tous les niveaux une gouvernance Mayoto, mais pas une méta-gouvernance qui prend en compte l'ensemble de la population et qui répond aux besoins de la population. C'est quand même curieux de voir un pays qui a des budgets excédentaires nous proposer une politique publique Mayoto. Où est-ce qu'on va aller avec ce pouvoir? Nulle part. Je vais vous dire une chose qui s'est passée toujours cette semaine du 19. Je crois que c'est le mercredi, si je ne me trompe pas, le mercredi 21, où, alors, pour les fans du PCT, ça soit organisé une réunion des présidents de la CEMAC à Brazzaville, parce que la situation ne va pas. Sassou n'a organisé aucune réunion. Brazzaville a accueilli. Il faut replacer les faits dans leur contexte. Brazzaville a accueilli, à la demande du FMI et des financeurs de la CEMAC, Brazzaville a accueilli une réunion des chefs d'État parce que le FMI alerte sur l'état des finances publiques, l'état des comptes à la Banque centrale de la CEMAC. C'est-à-dire, il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus de monnaie d'échange. Et donc, nous sommes dans une situation où les pays de la CEMAC vont avoir des difficultés pour importer, donc acheter sur le marché international. Il n'y a plus rien. Et donc, qu'est-ce qu'on achète? Moi, je prendrais deux choses. C'est plus de 600 milliards pour la bouffe qu'on consomme au Congo. La viande, le poisson. Et c'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez le discours de Sassou pendant la campagne présidentielle de 2021. Betoke importé Safou. Est-ce qu'il y a qui a raison à Yao? Betoke est importé Kwanga. Ah, Kwanga. Est-ce qu'il y a qui a raison à Yao? Betoke importé et Bembadoula. C'est-à-dire que Sassou, président de la République, vous explique en 2021, réécoutez la campagne de Sassou, que ce que nous mangeons chez nous, le manioc, le safo, le poisson, le poulet et autres, sont des produits importés au Congo. C'est-à-dire, donc, on achète et le Congo dépense plus de 600 milliards chaque année pour les produits alimentaires que nous avons sur le marché congolais. Et puisque la Banque des États de l'Afrique centrale, qui assure ces opérations bancaires,
n'a plus d'argent, donc on ne pourra plus acheter. Mais on achète encore quoi? Les médicaments. Je ne vous prends ces deux produits que parce que ce sont des produits capitaux pour la survie de nos populations. Au quotidien, on ne se rend peut-être pas compte. Mais quand vous êtes comme Ngatse, dont c'est le travail, comme Ibara, dont c'est le travail, les membres du gouvernement, ils le savent. Et vous avez même des négociants français. Il y a un qui traîne sur Internet, vous pouvez regarder sa vidéo, qui dit, il reçoit des coups de fil souvent de Sassou qui dit, tu ne peux pas me trouver des conteneurs de médicaments, des conteneurs de bouffe, parce que là, si je ne trouve rien, il risque d'y avoir de la révolte, parce que sur le marché, à Ouesso, à Pointe-Noire, à Djambala, à Komono, à Sibiti, on va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on a une stratégie de couverture. C'est-à-dire, on trouve comme ça des petites choses, mais là, le FMI dit, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut vite vous réunir et trouver des solutions. Parmi les choses que le FMI a pointées, réécouter le FMI et les autres institutions financières internationales. On a pointé le fait que beaucoup de projets n'arrivent pas à leur finalité. C'est-à-dire, beaucoup de projets ne sont pas finalisés. Soit c'est réalisé, mais à mi-chemin. Sassou lui-même a dit, les hôpitaux sont réalisés à 70%. Mais c'est ce que le FMI a pointé s'ils se sont réunis à Brazzaville. C'est ce que le FMI a rappelé pour le cas du Congo. Les hôpitaux qu'on construit à 70%, alors, de quelle manière, on ne sait pas. Ou encore, le FMI pointe des projets qui ont été élaborés, pas toujours bien, mais pour lesquels on a sorti de l'argent et ces projets n'ont pas été réalisés. Mais souvenez-vous, les 35 km de route de Bouya, mais c'est de ça dont parle le FMI. On est concret. On n'est pas dans du cinéma des membres du gouvernement, on est dans le concret. Cette réunion, c'était ça. C'est-à-dire des projets que vous faites qui ne sont pas réalisés. Les jeunes Congolais, dont parmi les plus en vue, Fred Makita, qui croupit aujourd'hui en prison, une pensée pour lui. Fred Makita a été celui qui a beaucoup critiqué où sont passés les 4 milliards du FIGA. On met en place un projet de financement des petites et moyennes entreprises, on débloque, semble-t-il, 4 milliards, c'était peut-être plus, et au final, cet argent a disparu. Personne n'a été inquiété, et c'est de ça que parle le FMI. Quand le FMI dit « attention, ça ne va pas ». Et le FMI, voilà, vous avez comme ça beaucoup d'exemples. Le député du PCT, Ibovi, c'est lui qui interroge Bouya, Jean-Jacques Bouya. Comment se fait-il que vous prenez l'argent pour goudronner 135 km de route? On ne sait pas de quoi vous parlez, on ne sait pas de quelle route il s'agit. Mais il a pris l'argent. Donc, il a vidé les comptes. Le même Ibovi questionne la question de l'électricité. Je vous ai parlé d'Internet. Sans électricité, sans Internet, sans eau potable, je vous mets au défi de trouver un investisseur au Congo. Et même ceux qui sont là, ils sont en train de partir. Les banques comme Crédit Lyonnais, comme BNP Paribas, comme Société Générale, comme Crédit Agricole, ont toutes fermé. Mais pourquoi? Posez-vous la question. Le député Ibovi dit quoi? On découvre avec le député Ibovi que pour cette histoire avec Sénélec et autres, 40 milliards, 40 ou 42 milliards, je crois 40 milliards qu'on a pris sur la banque de la place, ça s'est volatilisé et au final, on n'a toujours pas d'électricité. Mais le pire, c'est qu'on apprend que en catimini, le gouvernement congolais est allé déposer plainte contre ces individus que vous avez vus sur Télé Congo. C'est de ça dont parle le FMI. 40 milliards. Chers compatriotes, les caisses sont vides. Mais 40 milliards disparaissent. Mais où sont passés les 14 milliards des générations futures? C'est de ça dont parle le FMI. Et donc le FMI demande que l'argent placé dans des comptes offshore des États de l'Afrique centrale soit rapatrié dans leur pays. C'est ce que demande le FMI. Alors, j'ai vu certains commentaires sur Internet en disant « Non, le FMI demande au pays de la CEMAC de quitter le franc CFA. » Faux! Le franc CFA n'a jamais été le sujet. Et de toute façon, qu'on arrête de vous aveugler avec le franc CFA. Si un pays veut créer sa monnaie, le droit international le lui reconnaît, il crée sa monnaie. Et je vous dis, réunion au Tchad. Idriss Déby est encore le président de la République. Réunion de la CEMAC au Tchad. Avec Christine Lagarde. Idriss Déby a mis le sujet sur la table. Christine Lagarde a posé la question à Idriss Déby, à Sassou Nguesso, à Paul Biya,
à Ali Bongo, dites-moi, qui vous empêche de créer votre propre monnaie? Réponse de Christine Lagarde, directrice du FMI. Elle leur a dit, vous trompez votre population, vous trompez vos populations avec cette histoire du franc CFA. Est-ce que c'est moi qui vous empêche de créer votre propre monnaie? Est-ce que la France vous empêche? Un pays qui veut créer sa monnaie, il prend la décision, il crée sa monnaie. Les pays de l'AES, ils ont quitté, comment vous l'appelez, la CEDEAO. Et ils ont dit, on va créer notre propre monnaie. Et pourquoi ça traîne? Mais c'est leur souveraineté. Ils savent pourquoi ça traîne. Et quant aux pays de l'Afrique de l'Ouest, Ouattara n'a pas excité les présidents de l'Afrique de l'Ouest, tous voulaient créer l'écu, ou je ne sais plus comment ils voulaient appeler cette monnaie-là. Au final, patatras, même les panafricanistes les plus en vue, je ne les cite pas, ils n'ont pas compris, ils ont dit, mais on en est où? Eh bien, on en est là. Aujourd'hui, le sujet, oui, le franc CFA est un sujet, mais d'abord, la corruption. Le FMI est revenu sur la corruption. Le FMI est revenu sur les détournements d'argent, sur le fait que beaucoup d'argent de nos pays, pour ne parler que du Congo, c'est plus de 100 000 milliards de francs CFA qu'on peut trouver dans les comptes offshore. Si vous prenez seulement les Panama Papers et autres, ils vous donnent déjà un tout petit chiffre. Plus de 5 000 milliards détenus par 5 personnes au Congo. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Allez regarder les Panama Papers et autres. Libération a pondu un très bon document sur comment M. Ebata, avec l'Enguesso, détourne l'argent du pétrole. Et c'est de ça dont parle le FMI, que ça doit cesser, que cet argent doit être rapatrié dans les comptes publics et s'occuper des problèmes, parce que là, il y a véritablement danger. Donc, vous voyez bien que dans la même semaine, vous avez des ministres du gouvernement qui viennent vous dire que tout va bien, le bilan est positif et autres, et le FMI qui demande à leur président de voir avec ses collègues, de demander à tous ces présidents d'organiser vite une réunion parce que vous êtes en danger, vos comptes sont vides, ça ne va pas, vos pays courent un grand danger. Alors, est-ce que c'est le FMI qui ment? Si le FMI ment, pourquoi Sassou accepte de faire cette réunion-là? Et pourquoi les autres présidents viennent? Mais soyons sérieux. Si le FMI ment, allez écouter ce que le FMI dit. Allez lire le site du FMI. Si c'est faux, pourquoi la réunion a eu lieu? Et si la réunion a eu lieu, donc c'est vrai, et pourquoi on doit accepter que le gouvernement congolais vienne nous rapporter des mensonges? Et ça, un journaliste d'investigation, c'est de ça qu'il doit parler. C'est de ça qu'il doit parler. Mais il ne vient pas acquiescer comme des moutons de Panurge, alors que le peuple est en danger, alors que le peuple souffre, alors que le peuple n'a pas d'avenir dans le monde de demain. C'est un monde où vous, soit, qu'est-ce que le Premier ministre canadien a dit à Davos? Que Donald Trump crée son truc de comme conférence de la paix ou je ne sais pas quel groupe de la paix. Nous n'allons pas y prendre part. Mais n'oubliez pas, si vous n'êtes pas autour de la table, donc autour de la table en tant que négociateur, décideur, tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas autour de la table, n'oubliez pas que vous êtes au menu, c'est-à-dire on va vous manger. Voilà le système international dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce système international veut que sur le plan du domestic system, c'est-à-dire au niveau national, que nous puissions avoir des femmes et des hommes qui comprennent les défis du 21e siècle et qui peuvent nous protéger. Et ce n'est pas Sassou Nguesso. Je vous protégerai mieux que Sassou Nguesso parce que le système international, je le connais. Je sais comment il fonctionne. Et je connais les politiques publiques. Je viens de vous donner quelques exemples. Mais là, vous imaginez, je ne suis pas aux affaires. Je vous donne déjà quelques exemples de comment je pourrais gérer le Congo si demain je suis le président de la République. Je ne suis pas candidat, ne vous inquiétez pas. Mais combien de fois si j'étais aux affaires? Mais je ne peux pas tolérer des ministres qui viennent raconter ce que j'entends là. Quand je vais prendre un ministre au gouvernement, c'est pour qu'il me montre qu'il peut faire mieux que moi, mieux que ce que moi je pense. Et les autres pays fonctionnent pour ça. On va chercher des gens qui viennent pour soutenir une action et aller encore au-delà. Or là, tout le monde se rabaisse au niveau de ne pas fâcher Sassou. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible.
Le pays est en danger. Et c'est ce que le Congrès pour la Renaissance du Congo vous dit et vous invite à cette action de la révolution du fleuve. Ce n'est pas une lubie, cette révolution du fleuve. C'est la seule solution qui nous reste si nous voulons nous en sortir. Quand vous regardez, toutes les institutions au Congo sont assujetties à Sassou. On a eu une lueur de satisfaction parce que le PCT a empêché Christelle Sassou Nguesso à prendre la tête du parti et faire n'importe quoi. Bravo à eux, tant mieux, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et les Congolais doivent comprendre qu'en dehors de la révolution du fleuve, il n'y a pas 36 000 solutions. La solution ne viendra pas de l'élection présidentielle. C'est faux. On voit déjà comment il est en train de terroriser les gens. La solution viendra de la révolution populaire. Et là, on est parti pour. Parce que quand je vois comment les cortèges du PCT sont lapidés, quand je vois comment je découvre que au nord de Brazzaville, on avait exproprié les populations pour construire l'université Denis Sassou Nguesso, et au final, ces gens-là n'ont pas été payés, alors que les membres du gouvernement ont dû faire des listes fictives pour récupérer cet argent. Quand on voit que nos pauvres femmes, Ingani qui veut parler de la promotion de la femme, occupez-vous de ces femmes qui souffrent suite aux explosifs du 4 mars 2012. Le dimanche 4 mars 2012, il y a eu des explosifs au nord de Brazzaville, dans une poudrière. Beaucoup de gens sont morts. Il y a aujourd'hui des femmes qui se battent comme elles peuvent parce qu'elles ont tout perdu. Madame Ingani, quelle est la politique publique? Quelle est la politique sociale? Quelles sont les lois votées pour la protection de ces pauvres femmes qui ne savent plus comment faire avec leurs enfants? Voilà le monde dans lequel, le Congo dans lequel nous vivons. Et le Congo qu'on vous décrit dans cette émission, 30 jours pour convaincre en toute transparence et en toute médiocrité, hein, c'est ça, hein, et en toute médiocrité, c'est triste. C'est vraiment triste. Voir ça du gouvernement de mon pays, c'est lamentable. Et donc, peuple congolais, vous êtes tellement mécontents. Regardez dans les ministères, il y a des grèves. Regardez dans les universités. Partout au Congo, tout le Congo est en grève. Et vous acceptez qu'on vienne vous pendre cette émission qui vous insulte, qui vous manque de respect, qui essaie de vous faire comprendre que si vous réagissez, si vous boudez, c'est que vous avez tort. C'est faux. C'est faux. L'action politique consiste, de la manière la plus simple qui soit, à faire correspondre les richesses du pays avec le niveau de vie des populations. C'est ça l'action politique. C'est ça l'action gouvernementale. L'action politique ne consiste pas à faire correspondre les costumes de Sassou avec la richesse du Congo. C'est pas possible. Les seuls moments où on sait que le Congo est riche, c'est quand on donne des 2000 francs aux gens, c'est quand on fait des danses du village et on partage l'argent, c'est quand on se déplace dans des belles voitures, on a des belles maisons. Non. La fierté d'un pays, la protection d'un pays, la souveraineté d'un pays viendra du fait que 60, 70, 80% des Congolais vivront avec leurs moyens. Et pour cela, on a besoin d'avoir l'état actuel des connaissances dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a des Congolais formés. Il y a des Congolais formés. Ce qui nous manque, c'est un homme d'État, des hommes politiques, des hommes publics qui vont se servir des Congolais. Ce sont les Congolais qui sauveront le Congo. Ce sont les Congolais qui vont protéger le Congo. Vous avez des Congolais au Congo et des Congolais de la diaspora qui doivent apprendre à travailler ensemble, main dans la main, dans l'intérêt du Congo. Tout le monde ne peut pas être président. Il y aura un seul président. Tout le monde ne peut pas être ministre. Il y aura toujours un ministre pour un ministère. Mais ce qu'il faut faire, c'est chaque Congolais, qu'il soit commerçant, qu'il trouve du bonheur. Il est sportif, qu'il trouve du bonheur. Il est artiste, qu'il trouve du bonheur. Il est enseignant, qu'il trouve du bonheur. Il est doué dans les affaires, on le pousse, on l'aide. Regardez en France aujourd'hui, pour ceux qui habitent en France, on découvre que chaque année, c'est 260 milliards d'euros de financement, de soutien aux entreprises. Au Congo, combien? Même aux États-Unis, même en Chine. Les politiques publiques, c'est aussi aider les entreprises. Or, chez nous, les entreprises ferment parce qu'il n'y a pas de soutien de l'État. Mais ça se réfléchit. On ne bricole pas. On ne bricole pas. Et donc, peuple congolais, mars 2026, n'allez pas voter, ça ne vous servira à rien. Économisez-vous, économisez votre temps, votre énergie. N'allez pas voter. 2, pensez à la révolution. Il faut chasser ce pouvoir. Il n'y a pas de 36 000 solutions. À tous les niveaux, Dieu nous a dit,
Révolte, révolte, révolte. La sentence est tombée. Et au CRC, nous avons écouté cette sentence-là. Et je vous dis encore, les autres partis politiques jouent à l'hypocrisie. La preuve, on apprend que l'UPADES n'ira pas à l'élection présidentielle. L'UPADES de Pascal Satima Biala n'ira pas à l'élection présidentielle de mars 2026. Dans ce cas, il faut que l'UPADES demande à ses militants de ne pas aller voter. Sinon, si Satima Biala donne encore des consignes de vote, c'est que c'est un menteur, c'est que c'est un escroc politique, c'est que c'est un corrompu. Lorsque le chef d'un parti de l'opposition dans une république comme la nôtre, peu importe le pays, décide de ne pas aller au vote, alors même que personne ne l'a intimidé, alors même qu'aucune loi électorale ne l'empêche, alors même que le gouvernement n'a rien mis en place pour l'empêcher, il décide de son propre chef de ne pas y aller pour ses propres raisons, et au nom de quoi il devrait se présenter pour aller voter. On ne veut pas voir, vous qui êtes à l'Udima, circonscription de Satima Biala, vous devez filmer l'élection présidentielle si ce monsieur va voter. Et s'il va voter, il faut qu'il nous dise, chef de l'opposition, dans une élection où il refuse de participer, il vote pour qui? C'est de l'hypocrisie la plus totale. Et s'il donne encore les consignes de vote aux militants de l'UPADES, on ne comprend plus. C'est de la schizophrénie. C'est une pathologie mentale. Il dit que le fruit n'est pas bon. N'allez pas. Mais, non, lui n'ira pas. Il dit le fruit n'est pas bon, lui n'ira pas. Mais il vous dit, allez-y. Il n'y a pas de sens. Et il faut qu'il soit en adéquation avec lui-même. Il faut qu'il soit en concordance avec lui-même. L'élection présidentielle ne lui convient pas. Il n'y participe pas. Eh bien, il n'envoie pas les gens voter. Et même lui-même, il reste chez lui. Et il fait des vidéos depuis chez lui le jour du vote. Que je suis chez moi, je ne suis pas allé voter parce que c'est pas bon. Il faut qu'on soit cohérent. Sinon, peuple congolais, on vous trompe. Et notre rôle au CRC, c'est de vous faire des analyses pour que vous puissiez comprendre par vous-même. Et aujourd'hui, vous avez suffisamment de billes que le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, qui n'est pas un parti politique, parce que vous allez le dire pour certains en commentaire, oui, mais dans ce cas, pourquoi vous-même, vous n'y allez? Mais nous ne sommes pas un parti politique. Le CRC n'est pas là pour concourir à l'exercice du pouvoir. Nous, ça n'a jamais été notre but, c'est d'avoir au Congo un pouvoir qui sert la population. Et seule la population peut décider de ce pouvoir-là à travers la révolution pour remettre les pendules à zéro et construire les nouveaux outils pour diriger le navire ou la navette spatiale République du Congo. Les nouvelles structures, les nouvelles institutions, repenser la présidence de la République, les limites du pouvoir du président dans l'espace et dans les temps, jusqu'où le président peut aller, mais au-delà, c'est pas possible. C'est à l'Assemblée aussi de dire un mot. Jusqu'où l'Assemblée peut aller à un niveau donné, ce n'est plus possible. C'est au peuple de décider. Voilà comment on pense les choses et comment on sécurise les finances publiques, parce que les finances publiques doivent être au service de la population. Les finances publiques, c'est pour répondre aux besoins de la population. Santé, scolarité, culture, sport, environnement, affaires, création d'emplois, retraite, tout ce que vous voulez. Aide aux familles en grande souffrance. Voilà, mes chers compatriotes, mes chers téléspectateurs de R7, vous qui avez l'habitude de nous suivre, ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que vous avez été nombreux à nous suivre, que vous serez aussi nombreux que ça à liker, à commenter, à enrichir, comme d'habitude. Voilà, en tant qu'universitaire, je ne pense pas que ce que je vous dis là en quelques minutes, c'est la science finie. C'est faux, c'est loin de l'être. Au contraire, c'est avec vos enrichissements qu'on peut aussi avancer tous ensemble, parce que nous avons tous à construire ce pays. Tout le monde est important dans l'édifice de notre État, de notre République et de notre nation. Je vous souhaite de passer de bonnes journées malgré les difficultés. On est ensemble, on lutte ensemble, chacun à son niveau, chacun selon ce qu'il peut faire. Et j'espère vous retrouver toujours aussi nombreux à bientôt dans nos prochaines chroniques.